Alors, je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, je me présente, je suis professeur Gadib, je suis anesthésiste réanimateur. Je suis d'ailleurs le président de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation. Et j'ai l'énorme privilège et honneur d'être avec vous aujourd'hui pour partager 45 minutes. C'est ce qu'on m'a demandé. En fait, on avait parti sur une proposition d'un atelier basé sur de la simulation. Mais vu la programmation finale du congrès, 45 minutes, c'est impossible de faire même pas un scénario. Donc, je vais partir de ce que vous désirez vous. J'ai pas mal de vidéos, j'ai pas mal de plaques. On ne va pas faire le tour de tout. Donc, si vous voulez, je vous pose la question, c'est quoi vos attentes par rapport à cet atelier en avance, qui veut se prononcer. C'est quoi vos attentes? Une situation critique en cabinet. D'accord. Alors, c'est quoi les situations critiques que vous vivez généralement? Qui a déjà vécu une situation critique au cabinet? Tu peux nous raconter? Bonjour. Alors, j'ai eu un patient qui avait une hypoglycémie sévère avec trouble de conscience. Une hypoglycémie sévère avec trouble de conscience. D'accord. Alors, je cherchais le glucagon, glucagène, qui était périmé, et le G30 qui était aussi périmé. Du coup, j'étais obligée de lui donner, de lui faire le resucrage en m'assurant qu'il déglutit correctement. J'ai mis 1h30 pour qu'il passe de 0,20 à 0,50. Entre-temps, j'ai appelé l'ambulance. Ils étaient là, ils étaient au cabinet, après 1h30. Et puis heureusement, il est parti. Tant mieux. Voilà. D'accord. Donc, qui a vécu une autre situation critique? Ouais. Une fois, j'avais vu un diabétique de type 1 en cétose inaugurale, il était en acidocétose. Il venait avec un bilan avec une hémoglobine glyquée supérieure à 15%. Et pendant l'examen, en fait, il était en dyspnée plus molle, il a commencé à somnibuler, donc il a commencé à faire de l'hypotension. Donc on a pris une voie veineuse, on l'a réhydraté et on a mis de l'insuline chaque heure 10 unités. On l'a gardé, je pense que je l'ai gardé chez 2 heures, le cabinet, on a appelé l'ambulance, on a fait une lettre et on l'a adressé à l'hôpital. Donc là, trouble de conscience essentiellement. Oui. Alors on commence par le plus simple. Je vous montre une vidéo et vous me direz ce que vous avez fait. En fait, j'expliquais pour ce frère que vous n'étiez pas là, que normalement c'est un atelier de simulation, et 45 minutes c'est impossible pour même pas un scénario. On transforme en interactivité. Quand rapidement un de ses proches s'avance vers lui, constatant que quelque chose ne va pas. Nella mia azione politica, mi chiedo scusate, la commozione ha prevalso e io. L'ancien chef du gouvernement italien ferme alors les yeux et s'affaisse lentement. Il est victime d'un malaise. Plusieurs membres de son entourage ainsi que ses gardes du corps interviennent pour le porter en dehors de la salle. La manifestation politique est immédiatement interrompue. Une demi-heure plus tard, Silvio Berlusconi allait toutefois beaucoup mieux et a pu quitter à pied la salle des sports où il faisait son discours. Il a ensuite pris un hélicoptère pour rentrer dans sa résidence près de Milan, où il subira une visite médicale plus approfondie. Bon. Commentaire? Commentaire? C'était quoi? Un malaise. Malaise. Un malaise. Qui a eu déjà
eu l'occasion de voir un truc comme ça, si simple? Un malaise. À votre avis, c'est secondaire à quoi? Ça peut être un malaise vague. Oui. Tension. Oui. Stress. Oui. L'émotion. L'hypoglycémie. Ou l'hypoglycémie. Devant tout trouble de conscience aiguë, c'est l'hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça peut être un malaise, ça peut être une hypoglycémie. Est-ce que c'est une syncope? Hein? Il y avait des prodromes. Il a commencé à vaciller, à dire n'importe quoi, puis il est tombé. La syncope, c'est il s'éteint d'un seul coup. Il tombe comme ça. Il n'a pas le temps de retrouver une situation pour tomber correctement. La syncope, c'est il s'éteint. Généralement, c'est un trouble d'urine paroxystique. Ça, c'est une prise en charge autrement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous souvenez de la vidéo? Ils se sont mis autour de lui. Derrière, pour le prendre. Il y avait un premier monsieur qui s'est approché de lui. Là, Sa gauche. il a touché la main. Pourquoi il a touché la main? Oui. Il y a aussi autre chose. La froideur. Ça témoigne de quoi les sueurs et la froideur? Hein? L'hypoglycémie ou l'hypoperfusion périphérique. Quand il y a une hypoperfusion périphérique, c'est la froideur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Juste après le toucher. Non. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a fait comme ça. Il a pris le pouls très discrètement. Il a pris le pouls très discrètement. Et c'est là où il fait le diagnostic. Parce que sur un malaise vagal, qu'est-ce qui va se passer? Tachycardie? Malaise vagal, c'est-à-dire? C'est le vague. Il est stimulé ou là il est inhibé? Il est stimulé. Donc il va avoir une bradycardie. Donc c'est plutôt la bradycardie qui va avoir ce malaise vagal. Donc ça vous oriente très rapidement sur un malaise vagal. Le fait qu'il y ait une bradycardie. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait comme ça, il a fait le pouls par le bas et il a tenu pour le protéger. Donc c'est ça. C'est pour commencer par la première plaque. C'est que devant toute situation critique que vous allez rencontrer, il y a certaines règles générales d'intervention. La première, c'est ne pas paniquer. Vous paniquez, vous perdez le fil, vous ne faites pas les choses correctement. C'est se maîtriser. D'accord? La deuxième des choses, c'est protéger, c'est sécuriser. Là, s'il l'avait laissé, il serait tombé, trauma crânien grave, peut-être autre chose. Donc la première des choses, c'est se protéger soi-même, puis protéger la victime. Ça marche? La troisième, c'est évaluer, c'est ce qu'il était en train de faire. Et après, il va alerter. D'ailleurs, le monsieur qui est venu l'autre pour le protéger, ils l'ont pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis, quand ils l'ont sorti de la scène? En situation de sécurité. Qu'est-ce qui est mieux? La sécurité. Pour cette situation, Surélever les gens. Dans cette situation, c'est une chute du débit sanguin cérébral. Quand vous surélevez les jambes, c'est 300 à 400 millilitres qui vont revenir vers la circulation générale. Et c'est le débit sanguin qui reprend. Et généralement, ça reprend, la fréquence cardiaque reprend. Il récupère très rapidement. Mais la condition, c'est que vous le mettez dans cette position. Qui veut jouer à la victime? Parce qu'on n'a pas vu... Qui veut jouer à la victime? Je suis déjà victime. Comme ça, on fait un petit peu de pratique aussi. Yallah, mon épouse. Pas une femme, yallah, d'accord. Un monsieur, un jeune. Rolly, il est là. On t'appelle. Tu as été désigné. Rolly, volontaire désigné. Il est où?
je vais accepter pour cette fois-ci qu'une personne se porte pour volontaire, mais après, on pourra... J'aimerais bien que tout le monde y mette du sien. Tu fais quelqu'un dans les pommes. Ça va? Ça va? Allez, fais-moi confiance. Ça va? Doucement. Ça va? Respire doucement. Ça va? Tu t'appelles comment? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appeler à l'aide et me ramener de quoi mesurer le glycémie capillaire? Ça va? Elle est bonne. Ah, donc c'est juste, ça va passer. D'ailleurs, la fréquence cardiaque, elle est en train de monter. Si j'ai besoin de me libérer, et si j'étais tout seul, qu'est-ce que je fais? Une chaise. Une chaise et je mets les... Et généralement, il récupère très rapidement. Ça vous va? Le malaise vagal, c'est rien que ça. Rolly, tu as un excellent papa. Ouais. Ça va? Alors, généralement, moi, dans ma pratique quotidienne, j'ai souvent des situations comme ça qui sont décrites par des patients qui sont pris pour des allergiques à la pénice, parce que ça survient souvent secondairement à des injections dans des cabinets. Secondairement des injections, il y a des gens qui perdent conscience, on leur dit vous êtes allergique à la pénice, alors que c'était un simple malaise vagal. Et ça, c'est juste ça, on détecte par la bradycardie, on remonte, on mesure la glycémie, et c'est très facile de le faire. Et généralement, les choses vont trop vite. Maintenant, ça ne vous empêche pas, éventuellement chez des terrains à risque, d'aller explorer plus, un électrocardiogramme ou autre chose. C'est à vous de voir. Bon, c'est juste pour gérer la situation critique aiguë en ce moment-là. À 90% des cas, c'est réglé. C'est bon? Alors, maintenant, je passe à ça. Pour alerter. Donc on a dit se maîtriser, sécuriser et alerter. L'alerte sur une situation comme ça, c'est simple. C'est les collaborateurs qui sont à côté. Si c'était plus grave, vous les alertez qui? Ouais. Un collègue. Oui. Une ambulance, on l'a amené dans le pied. D'accord. Alors, c'est quoi le mieux au Maroc? Ça dépend des villes, au fait. Ça dépend des villes, au fait. Alors, il y a des villes où le 141 marche. La majorité des villes actuellement au Maroc, Agadir, Esfi, Marrakech, Rabat, Casa, Fès, Tanja, pas beaucoup, Oujda. Le 141 marche. C'est le 141 pour le Maroc. Idéalement, essayez de faire des collaborations avec ces gens-là. Ouais. C'est le système unifié. L'intérêt du SAMU, c'est parce que dans des situations les plus sévères, ils peuvent mobiliser une équipe. Ils peuvent, en fonction de la qualité de l'alerte que vous allez leur donner, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un truc spécifique au Maroc, c'est un petit peu partout, même en Algérie, en Tunisie. C'est de la crédibilité du message que les sapeurs-pompiers ou le SAMU reçoivent, que la mobilisation de ressources va être en conséquence. Parce que si quelqu'un appelle, voilà, j'ai un problème, sans dire ni le lieu, ni la gravité, ni qui il est, ce n'est pas un message de crédibilité. Les sapeurs-pompiers chez nous, ils mettent environ 1h30, 2h, parce qu'il n'y a pas de crédibilité des alertes. Et de ce fait, ils attendent une deuxième confirmation, une troisième confirmation. Par contre, si vous appelez les sapeurs-pompiers ou le SAMU, le fait que vous vous présentez comme médecin, que vous avez une évaluation correcte de la situation, que voilà, que vous avez entamé et la gravité elle persiste par exemple, et que vous savez sur quelle est la nature de la demande. Et que vous précisez le lieu, notamment si vous êtes dans un immeuble, il faut leur donner le code de l'immeuble s'il y a un code, des choses comme ça. Ils vont faire mobiliser tout ce dont vous avez besoin, y compris des médecins. C'est de la qualité de l'alerte et de la crédibilité du message que ça va se faire.
Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là. Vous pouvez faire des conventions avec des ambulanciers ou des équipes d'ambulance privées ou des choses comme ça. L'essentiel, c'est que c'est des choses qui se préparent. Vous n'attendez pas qu'un accident arrive pour que vous puissiez chercher une solution de sauvetage. Ça rentre même dans le cadre de la trousse d'urgence, etc. Ça va, d'accord? Il y a une mnémotique, ça j'aimerais bien aussi, j'adore ce code mnémotechnique. Quand vous communiquez avec un collègue ou avec le SAMU ou avec vous avez besoin d'un avis, il y a ce qu'on appelle en anglais la mnémotique SPAR, ou bien en français SAED, pour que ça soit de bonne qualité. La première des choses, vous vous présentez et vous dites voilà la situation, S, situation. Après A, antécédent. Après E, évaluation, voilà mon évaluation. Après D, voilà ma demande. Et comme ça, quand c'est précis, c'est clair comme ça, la réponse est en conséquence. SAED, S-A-E-D. Même avec une anatomopathologiste, vous dites voilà la situation, voilà les antécédents, voilà mon évaluation, voilà ce que j'ai fait comme prélevé, je demande ça. Là, votre réponse, elle va être en conséquence. Ça va, c'est bon? Alors, on était à évaluer. Comment vous allez évaluer une situation aiguë? Une situation critique. Vous êtes devant un patient qui est en situation critique. Comment vous allez reconnaître que ce patient-là est en situation critique? Il est inconscient. Il est complètement inconscient. Oui. Il ne répond pas. Oui. De façon plus structurée. La respiration. Oui. On commence par la conscience ou la respiration? La conscience. Par les paramètres vitaux. Oui. Alors, je vais vous donner une recette. Une recette à l'américaine. C'est toujours ABCD. C'est toujours ABCD. Alors, il y a une première étape. Alors, il y a cette première étape. General Assessment. General Assessment. Dans la grande majorité des situations, vous n'avez pas besoin d'aller sur un examen clinique pour détecter la gravité. Dès que vous approchez d'un patient, à la vue, à l'impression générale, vous avez certaines données. Le A, c'est l'apparence. C'est l'apparence. Conscient, inconscient, on le voit de loin. Bleu, cyanosé, il gaspe. C'est des choses qui sont très apparentes. Apparence. Et de l'apparence, je vois qu'un patient, il est mal, un patient, il est acceptable. La deuxième, c'est le travail respiratoire. Et là, un élément très important que je pense qu'on dans le monde francophone, ce n'est pas, on n'a jamais mis l'accent dans nos études médicales. C'est la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est un élément extrêmement important dans toutes les situations critiques et qui est l'un des premiers éléments qui vont être apparents et orientant vers la mort. Un patient, avant qu'il soit tachycarde, au début de la tachycardie, il va devenir polypnique. Un patient qui va faire de la tachycardie, il va devenir atypique. Donc la fréquence respiratoire elle est très importante. Est-ce que c'est une fréquence respiratoire basse? Est-ce que c'est une fréquence respiratoire qui est très élevée? Et le travail respiratoire, est-ce qu'il tire? Est-ce qu'il a des signes de lutte respiratoire? L'exemple type sur le travail respiratoire, si vous voyez quelqu'un qui fait alors il y a Ça c'est la première, c'est le trachéage. Hein? Trachéage. Ouais? Stridor. C'est le stridor. C'est un problème d'airway, de voie aérienne supérieure.
Quand vous avez le expiratoire, c'est un problème de voie aérienne inférieure. Et généralement, sur des situations comme ça, il suffit de libérer les voies aériennes supérieures, c'est l'hyperextension de la tête, et vous réglez pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec Rolly, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait une petite hyperextension de la tête d'abord, et ça c'est une liberté de voie aérienne supérieure. Sur les patients qui perdent conscience, est-ce qu'ils avalent leur langue? Parfois. Non. Alors, quand un patient perd conscience, il perd de tonus musculaire, partout. Parmi ce tonus, c'est le tonus des muscles pharyngés. Et donc, cette chute du muscle pharyngé et de la langue va obstruer les voies aériennes supérieures. Juste le fait de faire l'hyperextension de la tête va libérer ça. Ça, c'est juste, c'est des problèmes catastrophiques, aigus, qui peuvent régler à la première étape, General Assessment. Apparence, le travail respiratoire. À ce moment-là, je dois éliminer les problèmes d'obstruction de voies aériennes supérieures. Le troisième niveau, c'est la circulation. Il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Sur la circulation, sur l'apparence, la cyanose, les marbrures. C'est surtout ça. Ou bien un saignement s'il est vide. Ça va, c'est bon? Le principe de faire ça, c'est que je suis sur l'apparence, je peux détecter certaines situations critiques vitales immédiates et je peux les régler pour avancer. J'ai vu sur ça, j'ai réglé un problème aigu, j'avance. Je vais revenir là. Je viens à ce qu'on appelle l'évaluation primaire. Là, je vais mettre là. Airway, toujours. Est-ce que les voies aériennes supérieures sont libres ou pas? En conséquence, je vais éventuellement décider d'une nébulisation d'adrénaline, parce que normalement j'ai positionné. Je peux décider de plein de choses. Le B, c'est la respiration. J'ai besoin de quoi? La fréquence respiratoire. Je peux faire autre chose. Je peux, si j'ai un saturomètre, je mesure la saturation d'oxygène. Autre chose? Oui? Oui, c'est ce qu'elle a dit. L'oxymétrie, si je l'ai, idéalement il faut l'avoir dans un cabinet. 3. J'insiste comme ça pour être systématique, c'est pour ça. Non, non, sur la respiration, je suis sur la respiration. Pour m'évaluer. Fréquence, oxymétrie, auscultation, et je peux rajouter de la percussion. Avec ça, je fais le tour du respiratoire. J'avance. La circulation, j'ai besoin de quoi? Avant la tension artérielle. Ça, on l'a vu l'apparence. La fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, comment je vais la voir? Pouls carotidien d'abord. Puis, je vais sur les autres pouls. Donc, je vais directement sur le pouls carotidien, en première intention. C'est ce qu'on appelle le pouls central. Je vois la fréquence, je détecte bradycardie ou autre chose, ou tachycardie, etc. Et je vais sur le pouls périphérique. Cette démarche-là, ça va me montrer qu'il y a éventuellement une inégalité de pouls central avec le pouls périphérique. Ça témoigne que sa perfusion centrale, ça ne perfuse pas au périphérique. Je le fais d'un côté, je peux aller de l'autre côté. Il y a des pathologies pleureuses, mais ce n'est pas ça le plus important. Troisième chose après le pouls, avant. Qu'il est le meilleur témoin de la mauvaise perfusion périphérique. Le temps de recoloration. Le temps de recoloration. Alors ça c'est bien enseigné dans la population pédiatrique, mais ce n'est pas enseigné dans la population adulte. Alors que ça a la même valeur. Tous les articles qui sont en train d'apparaître depuis 2 ans maintenant sont en train de mettre en évidence sur l'évaluation de la gravité, la fréquence respiratoire et le temps de recoloration. Le temps de recoloration, s'il est supérieur à 3 secondes, vous avez un problème de perfusion périphérique. La dernière chose, c'est la tension artérielle, la pression artérielle. Pourquoi ça? Parce que là, je vais définir, là c'est écrit quelque part, je vais définir et catégoriser mon patient. Est-ce que c'est un problème respiratoire? Est-ce que c'est un problème circulatoire? Et dans le respiratoire, est-ce que c'est une détresse respiratoire? Est-ce que c'est une défaillance respiratoire?
On est d'accord? Parce que détresse respiratoire et défaillance respiratoire, ça implique autre chose. Si je dis défaillance, c'est que je dois assister à sa ventilation. Et puis ça va me faire différencier entre, dans le circulatoire, entre situation de choc avec tension conservée et de choc avec hypotension. Ce n'est pas la même prise en charge ici. Ça me permet de catégoriser à chaque fois. Après, j'avance. La disability, c'est quoi la disability? Neurologique. Conscience. Alors, conscience, ne vous cassez pas la tête avec le score de Glasgow. Il y a un score qui est très simple, AVPU. Alerte, répond à la voix, répond à la douleur, unresponsive, ne répond pas. Généralement, c'est très corrélé au Glasgow et ça vous témoigne de la gravité du patient. Est-ce qu'il est alerte? C'est bon. Juste à la voix, il est dans un cadre d'inconscience. Juste à la douleur, c'est encore plus grave et il relève de la ventilation mécanique ou autre chose. Pas de réponse, je suis tout près de l'arrêt cardiaque. Deuxième chose dans le neurologique, les pupilles. Les pupilles. Alors les pupilles, vous pouvez avoir plein de choses. Dans l'hypoglycémie majeure, vous pouvez trouver des myosis extrêmement serrées qui ressemblent à la toxicité. Dans la situation d'hypoxie sévère, ça vous allez à la mydriase. Quand il y a une inégalité, c'est qu'il y a un problème de... C'est une localisation, c'est un déficit localisé. En quelque sorte, ça témoigne d'une lésion expansive intracrânienne, quelle qu'elle soit, AVC, tumeur, etc. Donc première, ça, on a dit AVPU, deuxième pupille, troisième, déficit. Que ce soit par le Pierre-Marie Froid, vous la connaissez? Vous appuyez ici et ça va d'un côté. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Et la stimulation, il va répondre d'un côté par rapport à l'autre. Ça, c'est pour l'évaluation rapide. Ça va, c'est bon? Ça veut dire que la tachycardie, elle est là, qu'il a des extrémités froides et le temps de recoloration prolongé. Vous pouvez... C'est un choc. C'est généralement beaucoup plus souvent dans les chocs hémorragiques ou hypovolimiques à un stade précoce, ou bien dans les chocs septiques. Les chocs septiques, il y a des chocs chauds, sans hypotension. Alors que le choc, il est là, il va évoluer vers l'hypotension par la suite. Mais le fait de reconnaître qu'il est en mauvaise perfusion périphérique, alors que la tension est conservée, vous pouvez le rattraper à un stade précoce. C'est bon? Alors, exposure. Deux choses les plus importantes pour vous dans une situation médicale. De la chute? Non, l'exposure, c'est les autres choses qui est à l'exposition par rapport à l'environnement. Ou la glycémie qui fait partie de ça. La glycémie. Ça fait partie de l'examen clinique ou de l'évaluation initiale. D'autant plus dans un monde de diabétologue et d'endocrinologue. La glycémie, le E, c'est pour ne jamais l'oublier ici, et la température. Parce que l'hypothermie, c'est un facteur de mauvais pronostic, et l'hyperthermie, ça vous oriente vers une étiologie. Ça fait pas moi. D'ailleurs, c'est écrit bedside glucose. Alors, eux, ils la mettent parce que c'est un ancien truc, ils mettent glycémie dans le secondaire, mais depuis 2 ans à peu près, la glycémie, elle monte au niveau primaire. Ça va? Après, sur ça, vous avez évalué, vous avez catégorisé, vous avez commencé votre prise en charge initiale. Cette prise en charge initiale, vous passez au secondaire, parce que là, vous avez besoin éventuellement de rechercher la cause de ce qui s'est passé sur le vital. Ça commence par une partie interrogatoire, et ça passe par un examen physique là, de la tête aux pieds, sans que je rentre dans les détails. C'est juste pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle le sample. Retenez-le, c'est très très intéressant. En situation critique, vous avez quelques questions à poser de façon structurée, et vous pouvez avoir une orientation étiologique, et vous pouvez éviter que vous ayez des complications par la suite. Alors le S, c'est signs and symptoms. Quels sont les signes qu'il a présentés avant d'avoir ça?
généralement interrogatoire avec la famille, ou bien avec le patient lui-même. Signes et symptômes. A, est-ce qu'il a une allergie? Par exemple, vous êtes orienté vers un problème de méningite aiguë, vous décidez de mettre l'antibiotique, et s'il était allergique à cet antibiotique, vous le tuez. Ça peut être l'allergie qui est la cause de cette situation qu'il a vécue. Donc, signes et symptômes, allergie, medications, quels sont les médicaments qu'il a l'habitude de prendre. Un patient qui vient chez moi avec une situation de coma, j'évalue, quand j'arrive aux médicaments, j'insiste. Le glucophage, parfois, s'il y a des surdosages, ça peut entraîner des choses graves. Et ça peut m'orienter vers telle ou telle chose. Pour vous, les diabétiques, juste le fait de distinguer s'il est sous insuline ou pas, vous avez une orientation diabétique. Donc les médicaments qu'il a l'habitude de prendre, dans les situations d'AVC, par exemple, s'il est sous syndrome et vous ne savez pas, vous n'anticipez pas l'aggravation sévère rapide, etc. Il y a beaucoup de situations sur cette notion de médicaments. Ou bien s'il a pris des médicaments nouveaux qui ont pu causer cette situation. Le B, c'est Past Medical History, les antécédents. Past Medical History, les antécédents. Le L, c'est last meal. Ben, s'il vous dit qu'il vient de manger, de prendre son déjeuner avant d'arriver ici, il est en coma, là, la position d'intérêt de sécurité devient une extrême urgence. Vous n'allez pas attendre. Je le mets en position là parce qu'il risque de vomir dans son poumon tout de suite. Ça marche? Last meal. Et le E, c'est events, les événements qui ont conduit à cet état. C'est bon? Et après, je pars sur un examen clinique de la tête aux pieds, et puis je vais prescrire les examens complémentaires. Bon, ça c'est plutôt du domaine hospitalier, mais vous avez des choses que vous pouvez avoir. Il y a certains qui ont... Vous êtes au courant qu'il y a maintenant une sorte de laboratoire délocalisé? Au Maroc maintenant, on a le Aïstat. C'est un appareil qui est comme ça, avec différentes cassettes individuelles, qui peuvent être des cassettes de gaz du sang, des cassettes de ionogramme complet, de TP, d'hémoglobine et tout ça. Vous pouvez rapidement faire ça et vous avez le résultat de plein de choses. Les troponines, le BNP, c'est en train d'envahir le monde ailleurs et ça commence au Maroc maintenant. Oui, sur du sang veineux. Sur un prélèvement artériel ou veineux. L'acidocétose par exemple, l'acétoacidose. Pardon les diabétologues. L'acétoacidose diabétique, actuellement, il y a une formule qui fait que vous pouvez très très bien juger de la gravité à partir d'un gaz du sang veineux. Sans aucun problème. Parce qu'il y a une différence de 0,08 ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez faire dans l'aigu du veineux ou de l'artériel sans aucun problème. Ça va, c'est bon? Ça, c'est juste pour parler de la démarche. Alors, malaise vagal. Donc, tout à l'heure, c'est juste pour récapituler. En allant, jambes surélevées. S'il reste inconscient, on fait la position latérale de sécurité. Et éventuellement, si ça ne récupère pas la bradycardie, on peut donner de l'atropine. 0,5 mg, IM ou IV, ça ne pose pas de problème. Pardon? Ça va, c'est bon? Alors, la position latérale de sécurité. Qui sait la faire? Donc, j'ai bien fait de demander la question parce que je me suis dit, s'il y a un geste que je voudrais que tout le monde fasse, c'est la position latérale de sécurité. C'est quelque chose de très simple, très facile, quel que soit le poids de celui qui est devant vous. On commence par Ronnie. On commence par toi, mais ils vont faire chacun avec l'autre. On va faire en couple. Deux couples, ils vont le faire ensemble. Alors vous pouvez vous mettre debout, tranquille. Allonge-toi. Ouais. Ça va? Alors, monsieur,
exactement la situation. Inconscient, respire. Parce que s'il était inconscient, ne respire pas, de vous retrouver en situation, ne pas réussir. Allez-y, avec le monsieur. Monsieur le Président. Allah معنا. ديري يدك. Je rappelle, le membre supérieur de mon côté à 90 degrés. Après, je vais prendre la main contre-latérale, la contre la joue, avec ma main qui est du côté de la tête. Puis je mets le membre inférieur contre-latéral en hyperflexion. Je fais tourner, je stabilise, puis je retire ma main. Et je libère les voies aériennes supérieures. J'étais sauvé de justesse. J'étais sauvé de justesse. Qui t'a sauvé? نقول ما عرفش طريق. صافي غير عرف شكون اللي ت'a sauvé. هو اللي صوبوني. لا شوف اللي صوبوني هو راجلي هو اللي علمهم. هما مساكن غير. اللي قراهم. اللي قراهم هو اللي خصنا من الحل الوالد. واخا دابا عشتي On avance un peu pour rajouter certaines choses parce qu'on n'aura pas le temps de tout finir de toute façon. Mais je pourrais vous laisser la présentation. À la fin de ma présentation, il y a une proposition de trousse d'urgence pour un cabinet. Donc vous pouvez la voir. Alors, malaise hypoglycémique, je ne vous apprendrai rien. Resucrage s'il est conscient. S'il est inconscient, vous ne donnez rien par voie orale. Première intention, G30 en voie veineuse. Alors, si vous n'arrivez pas à prendre une voie veineuse périphérique, hein? Oui, si vous ne l'avez pas.
Et vous avez besoin d'un accès veineux. Dans l'os. Oui. Imprégné. Vous avez déjà vu ça? Ouais, je connais. What? All right, now we're going to aspirate. Il est conscient, il rigole. Isn't that beautiful? Oh, it's coming out so easy. Really? Wow. It was fast. It was doing it really. Alors, ça c'est l'intra-osseuse. Alors jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, il y a eu un incident à Tiznit, spécialement avec un enfant qui a été amputé à cause du nouveau intra-osseuse, ce qui a fait que ça avait donné de la mauvaise pub pour cette voie, à un certain moment. Maintenant, c'est en train de revenir dans tous les algorithmes du monde. Il y a des patients chez qui vous allez avoir une voie veineuse. Il y a des patients que vous n'arrivez pas à avoir une voie veineuse. Vous avez vu la rapidité même maintenant dans l'algorithme arrêt cardiaque, on vous dit vous mettez intraveineux ou intra-osseuse. C'est très très rapide. C'est l'équivalent d'un cathéter central. Ce n'est pas d'une voie périphérique, c'est l'équivalent de cathéter central. Ça vous permet de sauver certaines situations aiguës. Et après, vous mettez une cathéter centrale sur échographie, ou là où il va, dans un service de réanimation, quoi que ce soit. Mais l'essentiel, c'est dans une situation aiguë. Si vous n'arrivez pas, et vous avez les moyens, il y a les pistolets, il y a même des trucs que vous mettez, pac, et ça rentre, et ça vous permet de sauver si vous avez besoin de quelque chose en intraveineux rapide. Ça, c'est juste... C'est toujours dans le même endroit ou... Si jamais vous piquez dans un os, il faut passer dans un autre os. Parce que si vous créez un trou, vous allez, par exemple, même de l'autre côté, ça risque de passer... C'est ça le risque. Le risque, si c'est pas surveillé, si jamais il y a un trou, ça passe dans l'éloge et ça peut entraîner un syndrome d'éloge et une ischémie de mort. Donc il faut le faire pour une situation aiguë, il ne faut pas dépasser un certain nombre d'horaires et il faut surveiller ça. Mais ça sauve vraiment des vies. Dans les chocs septiques, les chocs hypovolimiques majeurs, vous n'arrivez pas à trouver de veine et vous réglez le problème. Et après vous mettez ce que vous voulez tranquillement, ou là les réanimateurs font ce qu'ils veulent. L'atropine par ça. Bon, l'atropine pour les malaises vagos, vous n'avez pas besoin de ça. Vous réglez le problème généralement avec la surélévation. Au pire des cas, avec l'IM, ça passe très rapidement. Sa biodisponibilité IM est rapide. Mais il y a d'autres situations où vous avez besoin de remplissage, vous avez besoin de prélèvement. L'arrêt cardiaque, vous avez besoin d'adrénaline. Là, vous avez besoin vraiment d'un abord veineux. Il n'y a pas d'autre solution. L'intratrachéal dans l'arrêt cardiaque, on a découvert que ça ne marchait pas du tout. Voilà. C'est juste entre parenthèses parce qu'on a parlé de... Donc l'hypoglycémie, on en a parlé. Deuxième vidéo, si vous permettez. Vous risquez d'avoir ça dans votre cabinet aussi. Vous avez fait le diagnostic. Vous avez fait le diagnostic. Il convulse. Alors vous faites quoi? On va libérer les voies aériennes, on va la mettre en position de sécurité, en même temps quelqu'un va chercher le voile. C'est-à-dire? Donc on va alerter, oui, tout d'abord. Alerter, oui. Se maîtriser, alerter. Se maîtriser, alerter, ensuite on va la mettre en position latérale et en même temps il y a quelqu'un qui va ramener du Valium pour lui agir. Oui, je veux un truc plus... Quelle est la priorité chez elle, maintenant? Non. La protéger, de quoi? La protéger, la priorité c'est la protéger. Qu'est-ce qui est très apparent chez elle? Les lunettes. Elle casse ses lunettes, elle rentre dans ses yeux. La première des choses, c'est aller sur la tête, la protéger, la tenir pour qu'elle ne chute pas. Nous, moi je suis responsable d'un service d'anesthésie gynéco-obstétrique.
On a eu plein de cas ces années dernières de malades qui ont convulsé, qui ont chuté, qui ont eu des traumatismes crâniens surajoutés. Parce que les sages-femmes ou les personnes qui s'en occupaient sont parties chercher du Valium. Ce n'est pas du tout la priorité. Une convulsion, c'est la grande 99% des cas, ça ne dépasse pas 30 secondes. Donc il faut protéger la dame ou le monsieur pendant le moment de la convulsion. Après, je donne ou pas du Valium, c'est quand ça persiste et quand j'ai une autre main pour le faire. Et la majorité n'ont pas d'accès veineux. Je ne peux même pas injecter ce Valium. Donc la priorité absolue dans des situations comme ça, c'est protéger la personne. S'il y a des lunettes, les enlever. L'empêcher de tomber. Maintenant, sur le problème de la langue, ça arrive. Ça arrive des fois qu'ils mordent leur langue. Mais vous ne pouvez rien y faire pendant la convulsion. Si jamais vous introduisez votre doigt, il est parti votre doigt aussi. Si jamais vous essayez de mettre une canule de Guédel pour la protéger, vous lui traumatisez davantage la langue. Donc juste vous accompagnez cette convulsion. Si vous avez quelqu'un maintenant qui peut ramener du Valium ou du Midazolam, c'est la même chose maintenant pour les deux, il l'injecte et le problème est réglé. C'est ça mon message principal. Ça vous va? D'accord? On n'a plus le temps, je dois finir, monsieur le président. Dans combien de temps j'arrête? Ah si, vous êtes président. C'est vous qui avez programmé ça. Non, comme ça, on met nous là à la bouche et on reproduit dans le ligue du diabète en juillet un atelier plus prolongé, si vous voulez bien. Alors rapidement, je passe des choses comme ça. Alors l'asthme, c'est pas obligatoire d'avoir de l'oxygène, une chambre d'inhalation. Ou bien vous confectionnez un CDLI, une bouteille, vous mettez un trou dedans et vous mettez de 5 bouffées et il respire dedans. Généralement, avec ça, c'est l'équivalent d'une nébulisation. Donc vous mettez beaucoup de bouffées de ventoline, juste le temps que les secours arrivent ou que vous le transférez dans la situation. C'est facile, c'est une dyspnée expiratoire. Alors, je passe ça. Ça, c'est quoi? Ah oui. Choc anaphylactique. Ça va venir. Stick around because I'm about to show you Vous why pouvez this donner, woman faire un is geste the dans worst votre, avec de la person xylo, in America. ou bien vous pouvez administrer un médicament et il vous fait Anaphylaxis un truc comme ça. is a type Vous of faites quoi? shock. It's a severe allergic C'est quelque chose qu'il faut reaction that may avoir, happen to qu'il as faut many avoir dans as son cabinet. in 5. Ça. Les épipènes, adrénaline en stylo. Pas. Fort le au-dessus des habits. Ça existe là. Alors, il y a la majorité des gens qui ont des allergies connues, ils ont leur épipène avec eux. Donc, ils se reconnaissent, ils grattent. Alors, les stades simples, juste des gratouillages, ça ne pose pas de problème. Il y a des gens qui donnent des corticoïdes. Les corticoïdes, généralement, n'agissent qu'au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, dès qu'il fait des signes d'obstruction des voies aériennes supérieures ou bien des signes de choc, l'adrénaline en intramusculaire. Et ça règle le problème. C'est bon? Et vous appelez à l'aide, bien sûr. C'est 1 mg dans 10 cc. Ouais, ça marche. Ça marche pour la grande majorité. Il y a des gens qui font des chocs anaphylactiques. Si c'est une deuxième épisode, troisième épisode de choc anaphylactique, c'est pas évident de gagner. L'étouffement, c'est pas dans le cabinet, c'est rare. Douleur thoracique. Douleur thoracique, c'est une question de temps. Je veux parler rapidement de ça. Douleur thoracique, stroke. Maintenant, un petit peu partout au Maroc et en Afrique, il y a des filières qui se font. Les filières sont en train d'exister. Les stades de KT se multiplient. Et donc, c'est des patients qui peuvent bénéficier vraiment de fait d'alerter rapidement et de pouvoir diriger vers une structure qui peut thromboliser un AVC ou drainer un hématome compressif. C'est vraiment des choses qui rendent service. Pour la douleur thoracique, aspirine. Si vous avez le CG dans votre cabinet, Monac, morphine, oxygène, dérivés nitrés et clopidogrel. Sur un ST plus évident, vous pouvez faire ça facilement au cabinet. Sur l'AVC, il y a des scores qui sont très faciles, Cincinnati Score, vous pouvez l'approcher même chez vous. Et généralement, c'est
c'est rapidement, il doit arriver vers un scanner et c'est le scanner qui décide, bloc opératoire ou thrombolyse. Maintenant, il y a Oujda qui thrombolise régulièrement, Fès il thrombolise régulièrement, Marrakech il commence à thrombolyser régulièrement. Le problème chez nous, au Maroc et dans les pays africains en général, c'est les patients qui arrivent trop tard. Oui. C'est surtout ça. Pour retrouver quelqu'un qui arrive au moins de 3 heures, c'est très très difficile. Mais une fois ils sont dans les 3 heures, généralement on peut offrir des choses. Bon voilà, je pense que Baraka, il y a l'arrêt cardiaque, on le laisse pour la prochaine fois. On aura la chance lors de la Ligue de pouvoir faire un atelier dans le centre de simulation. Donc tous les moyens sont là. 2 heures. Même plus. Non, plus. On peut faire parce qu'il y a des collègues qui peuvent faire avec nous. Allez, les appels. Merci pour votre patience. C'est un plaisir de partager. Oui, des questions? Pardon? La trousse, vous prenez sur clé ma présentation. Alors, je vais rapidement. Alors, matériel, c'est ça. Sérum, les voies, canule de Guédel, chambre d'inhalation éventuellement, si c'est un cabinet où il y a des asthmatiques, mais pour le cabinet d'odontologie, c'est pas obligatoire. Alors, les médocs, Adré, atropine, glucose, corticoïde injectable, Valium, dérivé nitré, antihistaminique, Ventoline. Avec ça, généralement, vous faites le tour. Ça va? À la première. Alors, on n'a pas parlé d'arrêt cardiaque. Sur l'arrêt cardiaque, c'est un problème de pompe. Il faut faire arriver l'oxygène au cerveau. Donc, massage cardiaque externe, jusqu'à ce que l'équipe arrive. Il faut le commencer, il ne faut pas l'interrompre. Si un DEA, ça dépend de votre recrutement. Alors, il n'y a pas d'études. J'ai essayé de chercher en cabinet d'endocrinologie, il n'y a pas de data, il n'y a pas d'études. Ce qu'il y a comme études chez les dentaires, chez les dentistes, ils ont, chaque dentiste, il a 1,7 occasions de se retrouver avec un arrêt cardiaque au cabinet dans sa carrière. Donc pour les dentistes sur ce chiffre-là, ça vaut le coup éventuellement, même s'il risque d'avoir juste un dans sa carrière. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous êtes confronté plus à ça ou moins? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez une proximité d'arrivée de secours? C'est vous qui allez voir. Si vous êtes une ville comme Marrakech et vous avez une relation avec le centre de régulation qui sont capables de mobiliser vers vous une équipe, ce n'est pas la peine de vous équiper en défibrillateur. Moi, personnellement, je viens de proposer au ministère de faire un texte de loi. D'ailleurs, j'en avais parlé avec le ministre en Côte d'Ivoire, il l'a fait, ça a été fait en Côte d'Ivoire. Ici, c'est un peu plus difficile. C'est de pouvoir obliger tous les secteurs, toutes les institutions publiques de s'équiper en défibrillateur automatique. J'espère que ça va aboutir, les trains, donc si un texte de loi est fait et que les gens s'équipent, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans le cabinet. Vous pouvez être par exemple sur un immeuble et que tous vous ayez un défibrillateur dans l'immeuble. Il y a des choses que vous pouvez trouver, mais comme ça vous sécurisez votre pratique. Parce que 90% des cœurs qui s'arrêtent, c'est de la fibrillation ventriculaire. J'ai mis une vidéo au départ pour les gens qui l'ont vue. Ça marche. Alors, je vous montre un truc, un exemple type. À chaque fois, je le sors dans mes ateliers. Ça, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis par des gens qui ont utilisé les défibrillateurs qui ne sont pas des professionnels de santé. C'est des hôtesses de l'air d'American Airlines, c'est des courtiers de Las Vegas. Ça arrive jusqu'à 56% de survie par des non-professionnels. 56% de survie sur les arrêts cardiaques. Ici, utilisation d'un DEA, un témoin non formé. Il prend le DA, il allume, il suit ce qu'il lui dit, c'est 26% de survie quand même. Si vous êtes formé à l'arrêt et à l'utilisation de DA, vous arrivez à 50% de survie. Donc ça a vraiment une valeur ajoutée. Et les maladies cardiovasculaires, je ne dirais pas ça à des endocrinologues, c'est les gens les plus sensibles que c'est le fléau du siècle qui est en train d'arriver. Et vous serez confronté un jour ou l'autre à un arrêt cardiaque chez vous. Voilà.